As-tu déjà eu cette sensation étrange que le destin t'entraîne exactement là où ton cœur se brisera et guérira en même temps? C'est sous une pluie fine, tombant sur les oliviers centenaires de la Provence, que Claire Fournier franchit le portail de la Bastide, les Oliviers, avec une vieille valise et une promesse murmurée à sa famille restée à Avignon. Elle ignorait alors que ce poste de dernière chance, veiller sur un homme brisé, aussi bien dans son corps que dans sa volonté de vivre, allait bouleverser le cours de sa propre existence. Entre la fierté meurtrie d'un propriétaire terrien cloué dans un fauteuil roulant et la dignité inébranlable d'une femme prête à tout pour les siens, allait naître une histoire où les cicatrices les plus profondes sont précisément celles que l'on ne voit pas. Car parfois, dans les lieux les plus inattendus et les circonstances les plus rudes, on trouve bien plus que de quoi nourrir le corps. On y puise ce qui sauve l'âme. La pluie ne cessait de tomber sur les collines provençales quand le taxi s'arrêta devant l'imposant portail en fer forgé de la Bastide. Claire observa les pierres blondes et les cyprès bordant l'allée à travers la buée sur la vitre. Un nœud se serra dans son estomac. Ce travail était son ultime espoir. « 42 €, mademoiselle, » dit le chauffeur, un homme âgé au fort accent du Sud. Claire chercha dans son portefeuille, comptant ses pièces, avec une inquiétude soigneusement dissimulée. Il lui resterait à peine de quoi tenir jusqu'à sa première paie. « Première fois en Provence ?» demanda-t-il. « Et j'espère bien que ce sera la dernière, » répondit-elle avec un sourire crispé, sortant sa valise élimée. Le portail grinça en s'ouvrant, laissant apparaître une femme austère, chignon serré, expression sévère. « Claire Fournier, vous êtes en retard. Je suis Madame Claudine, la gouvernante. » Le vestibule était vaste et sombre, décoré de portraits anciens qui semblaient l'observer d'un regard silencieusement accusateur. Les tomates provençales au sol et les poutres en bois massif parlaient d'un passé glorieux. « Je ne suis pas infirmière, j'ai un diplôme en arts plastiques, » protesta Claire, alors que Claudine lui énonçait ses tâches. « Monsieur Delmas ne cherche pas de la compassion, mais de la discrétion, » rétorqua-t-elle sèchement. « Vous serez logé, nourri et rémunéré comme convenu. Le reste ne me regarde pas. » Claire posa sa valise dans un coin, lissant nerveusement sa jupe. La pièce attenante était plongée dans la pénombre, faiblement éclairée par un feu mourant dans la cheminée. Seul le contour d'un fauteuil roulant près d'une fenêtre donnant sur les champs d'oliviers se dessinait. « Monsieur Delmas vous attend », annonça Claudine, avant de s'éclipser. Claire s'avança à pas hésitants. « Monsieur Delmas, je suis Claire Fournier. Votre nouvelle... » « Je sais qui vous êtes, » coupa une voix grave depuis le fauteuil. « La fille désespérée d'Avignon. » Alexandre Delmas tourna sa chaise. Un homme d'une quarantaine d'années, séduisant malgré la barbe négligée et les cernes profondes. Ses yeux verts la scrutèrent avec froideur. « Vous pensez pouvoir supporter de voir ce qu'il reste d'un homme ?» lança-t-il, amer. Claire releva la tête, soutenant son regard. « J'ai vu mon père s'éteindre à petit feu. Ce n'est pas votre corps brisé qui me fait peur, mais votre orgueil intact. » Un éclair de surprise passa sur le visage d'Alexandre. « Claudine vous expliquera la routine. Mon kiné passe 3 fois par semaine. Le reste du temps, il marqua une pause, vous essaierez de m'empêcher de pourrir dans ce fauteuil. »« Je comprends, » répondit-elle simplement. « Non, vous ne comprenez rien, » rétorqua-t-il en se tournant vers la fenêtre. « Demain, on commencera par mon bain matinal. J'espère que vous avez l'estomac solide. » Cette nuit-là, dans sa petite chambre aux murs blanchis à la chaux, Claire déballa ses rares affaires. Elle sortit une photo d'une fillette souriante aux côtés d'un vieil homme. « C'est pour vous que je fais tout ça, » murmura-t-elle en caressant le verre. Les larmes qu'elle avait contenues toute la journée roulèrent enfin sur ses joues, tandis que la pluie frappait les oliviers. Dans la chambre principale, Alexandre Delmas restait lui aussi éveillé, prisonnier de son fauteuil et de ses souvenirs. « Demain est un autre jour, » pensa Claire en essuyant ses larmes. « Et je suis plus forte que son amertume. » La tempête grondait encore au-dessus de la Bastide, inconsciente du frémissement de 2 âmes blessées qui venaient tout juste de se croiser sous son toit centenaire. L'aube dévoila un ciel clair, à 1000 lieues de la tempête de la veille.
Les rayons du soleil filtraient à travers les persiennes entr'ouvertes lorsque Claire frappa doucement à la porte d'Alexandre. « Entrez !» lança-t-il d'une voix plus rauque qu'hier. Claire entra avec des serviettes propres et quelques articles de toilette. La pièce sentait le médicament et l'homme, reclus depuis trop longtemps. Alexandre, torse nu, était assis sur son lit. Malgré la paralysie de ses jambes, son corps gardait la trace des années passées à monter à cheval. « Bonjour, monsieur Delmas, j'ai tout préparé pour votre toilette. » Il la fixa, les yeux injectés de fatigue. « Vous avez bien dormi en enfer ?» ironisa-t-il. « J'ai connu pire, » répondit-elle, s'approchant pour l'aider à se redresser. Quand elle tenta de le toucher, il la repoussa violemment. « Sortez de ma chambre !» hurla-t-il. « Je préfère pourrir que d'être vu ainsi. Mais monsieur, je dois vous aider. J'ai dit « dehors !» vociféra-t-il, lançant un verre contre le mur où il éclata en morceaux. « Vous croyez que je ne vois pas votre pitié ?» Claire recula, mais ne quitta pas la pièce. « Ce n'est pas de la pitié, monsieur Delmas. C'est du professionnalisme. Si vous ne voulez pas de mon aide, je peux partir aujourd'hui même. Mais nous savons tous les deux que vous avez besoin de quelqu'un. » Un silence pesant s'installa. Dans la cour, on entendait les ouvriers parler des oliviers. « Savez-vous ce qu'on dit là-dehors » reprit-elle. « Que la Bastide est au bord de la faillite, que plus personne ne soigne les arbres comme avant. Et qu'est-ce que ça peut vous faire ? Vous toucherez votre salaire et partirez comme les autres. » Claire s'approcha de la fenêtre, tirant les rideaux pour laisser entrer la lumière. Ce simple geste lui valut un grognement d'Alexandre. « Mon père avait un petit potager à Avignon, » dit-elle en contemplant les oliviers à perte de vue. « Il m'a appris que les plantes sont comme les êtres humains. Si on les abandonne, elles meurent. Très poétique. Maintenant, fichez-moi la paix. » Claire tourna les talons, mais s'arrêta à la porte. « Je serai à la cuisine. Quand vous serez prêt à accepter de l'aide, appelez-moi. » Les heures passèrent lentement. Claire en profita pour se familiariser avec la Bastide. Madame Claudine lui montra les réserves, les chambres de service, et lui raconta l'histoire des Delmas, propriétaires des lieux depuis des générations. « Monsieur Alexandre n'a pas toujours été comme ça, » confia-t-elle en épluchant des pommes de terre. « L'accident l'a changé. » Au crépuscule, alors qu'elle préparait le dîner, Claire entendit un fracas suivi d'un gémissement étouffé. Elle courut à la chambre d'Alexandre et le trouva à terre, près de son fauteuil renversé, tentant d'atteindre ses médicaments sur la table de nuit. « S'il vous plaît » murmura-t-il, le visage crispé de douleur. Sans un mot, Claire l'aida à prendre ses cachets, puis, non sans effort, le remit au lit. Elle sentit ses tremblements, autant dus à la douleur qu'à l'humiliation. « Si vous racontez ce que vous avez vu, vous êtes viré » souffla-t-il sans oser croiser son regard. « Je ne suis pas du genre à parler, monsieur Delmas » répondit-elle en arrangeant les draps. Cette nuit-là, alors que tout était silencieux, Claire appela Avignon. « Comment va maman » demanda-t-elle à voix basse. « Pareil, voire pire » répondit la voix fatiguée de sa mère. « Lucie demande après toi. »« Je peux lui parler ?» Des petits pas, puis une voix enfantine. « Maman, tu reviens quand ?» Claire ravala ses larmes. « Bientôt, ma chérie. Et papy, il va bien ?» Un silence lourd précéda la réponse. « Maman, papy ne sait plus qui je suis. » Le cœur de Claire se serra, mais sa détermination se raffermit. Elle avait plus que jamais besoin de ce travail. Le soleil d'avril baignait la Provence d'une lumière dorée lorsque Claire découvrit pour la première fois la fête de la Saint-Georges dans le village voisin. Elle n'avait jamais vu pareille chose. Guirlandes colorées, femmes en robe provençale et hommes à cheval défilant dans les ruelles comme sortis d'un autre siècle. « C'est ta première fois à la fête de Saint-Georges » demanda Madame Claudine, qui l'avait invitée pour rencontrer la famille Delmas. « À Avignon, on a les fêtes médiévales, mais ici, c'est tout autre chose » répondit Claire en ajustant la robe empruntée, se sentant un peu déplacée parmi tant d'élégances locales. « Là, c'est le stand des Delmas » indiqua Claudine. « Prépare-toi, ma fille, ces gens-là ne sourient que pour les apparences. » À l'intérieur de la tonnelle, l'ambiance était effervescente. Verres de vin blanc, rires, applaudissements rythmant une guitare.
Claire reconnut immédiatement Michel Delmas à sa ressemblance avec Alexandre, bien que son visage n'ait rien de la profondeur mélancolique de son frère. « Claudine, vieille sorcière !» s'exclama Michel en l'embrassant. « Et cette beauté ?»« Oda Claire Fournier, la nouvelle accompagnante de votre frère », répondit Claudine froidement. Michel la détailla d'un regard long, le sourire narquois. « C'est donc toi qui donnes le bain à mon petit frère. Des progrès avec l'invalide ?»« Votre frère n'est pas un invalide, monsieur Delmas, » répondit Claire avec fermeté. « C'est un homme qui a besoin de temps. » Michel éclata de rire et l'attira par la taille. « Viens, dansons une farandole. Je vais te montrer comment bouge un vrai méridional. » Claire se laissa guider, songeant plus à maintenir sa dignité qu'au rythme du pas. Michel en profita pour murmurer à son oreille « Tu sais que j'ai déjà 3 acheteurs pour la Bastide. Ton patron est trop fier pour admettre que son époque est révolue. Ce domaine tombe en ruine depuis qu'il a chuté de cheval. Vous semblez bien connaître les finances de votre frère, » répondit-elle, tentant de rester concentrée. « Je suis le seul à penser avec la tête, pas avec le cœur, » répliqua Michel. « Le futur, c'est le tourisme haut de gamme, des résidences avec vue sur la vallée, pas des olives. » La musique prit fin, et Claire s'éloigna. Dans un coin, une vieille femme à l'air perçant l'observait. « Tu dois être la fille d'Avignon, » dit-elle en lui faisant signe d'approcher. « Je suis tante Pauline, la sœur de leur père. » Claire s'assit à ses côtés, reconnaissante d'échapper à Michel. « Et tu as un bon cœur, je le vois dans tes yeux, » poursuivit la vieille dame en lui prenant les mains. « Alexandre aussi, mais il est enseveli sous trop de douleur. J'essaie de l'aider, mais il rejette tout contact. » Tante Pauline baissa la voix, jetant un regard vers Michel qui plaisantait bruyamment plus loin. « L'accident ne s'est pas passé comme on te l'a raconté. Michel était là quand le cheval d'Alexandre s'est emballé. Il y a des choses que mon neveu aîné cache, des choses qui pourraient briser cette famille. » Un frisson parcourut Claire. Avant qu'elle puisse poser d'autres questions, son téléphone vibra. C'était sa mère. « Lucie a de la fièvre, » dit-elle d'une voix tremblante. « Elle demande après toi. »« Je prends le premier train, » répondit Claire, sentant son monde basculer à nouveau. Le retour vers la Bastide fut silencieux. Une fois déposée, Claire rassembla son courage et entra sans frapper dans le bureau d'Alexandre. « Je dois vous parler, » annonça-t-elle sans détour. Alexandre releva les yeux de ses dossiers, surpris. « J'ai une fille, Lucie, 7 ans. Elle vit avec mes parents à Avignon, et elle est malade. Je dois repartir demain matin. »« Tu as une fille ?» dit-il, réellement étonné. « Oui, et un père malade d'Alzheimer. Je suis ici pour eux. » Alexandre garda le silence, la regardant comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. « Va, mais reviens, » dit-il enfin. « J'ai besoin de toi ici. » Avant de sortir, Claire repensa aux mots de tante Pauline. « Pourquoi protégez-vous celui qui veut tout vous prendre ?» lança-t-elle depuis le seuil. Le regard d'Alexandre s'assombrit. « Parce que la faute était la mienne, pas la sienne, » répondit-il d'une voix presque inaudible. « Maintenant, laissez-moi. » Une tempête inattendue frappa les collines du Luberon cette nuit-là. Claire rentrait d'Avignon, les traits tirés par l'inquiétude, mais l'âme habitée d'une volonté nouvelle. Lucie allait mieux, et son père, malgré les brumes de la mémoire, lui avait offert un instant de lucidité qu'elle gardait précieusement. Le vent gémissait dans les branches noueuses des oliviers. Les éclairs dessinaient sur les murs de la Bastide des ombres dansantes. Claire avançait dans le couloir avec un plateau de dîner quand elle entendit un gémissement étouffé provenant de la chambre d'Alexandre. Il se tordait sur le lit, le visage crispé par la douleur. « Ce sont les jambes, » dit-il entre ses dents. L'humidité réveille les nerfs morts, une cruauté de la nature. « Vous avez pris votre traitement ?» demanda-t-elle en posant le plateau. « Ça ne fait rien. Rien ne fonctionne, » grogna-t-il en frappant le matelas. Claire hésita, puis retourna dans sa chambre et revint avec un petit flacon. « Ma grand-mère soignait avec de l'huile chaude et du romarin, » expliqua-t-elle en réchauffant le liquide entre ses mains. « Je ne promets pas de miracle, mais peut-être un peu de soulagement. »« Te voilà guérisseuse maintenant, » ironisa-t-il, sans la hargne habituelle. « Je suis une femme qui a vu souffrir ce qu'elle aime, » répondit-elle simplement. « Vous me permettez ?» Il hocha la tête.
Claire commença à masser doucement ses jambes inertes, l'huile dégageant une senteur apaisante qui se mêlait à celle de la pluie. « Mon épouse m'a quitté quand elle a su que je ne remarcherais jamais », murmura-t-il, le regard perdu au plafond. Elle disait qu'elle ne sacrifierait pas sa vie pour un homme cloué à une chaise. Claire ne répondit pas, respectant la confidence. Ses mains glissaient avec soin sur les muscles endormis. « C'est étrange, » dit-il au bout d'un moment. « Je ne sens pas tes mains, mais la douleur s'apaise. Parfois, le corps se souvient de ce que l'esprit voudrait oublier. » Quand elle eut terminé, son visage s'était détendu. La tempête rugissait encore dehors, mais un calme inattendu régnait dans la pièce. « Demain, je vous aiderai pour votre bain, » dit Claire, en rangeant ses affaires. « Bonne nuit, monsieur Delmas. »« Alexandre, » souffla-t-il. « Je m'appelle Alexandre. » Le lendemain, le bain se déroula dans un silence nouveau. Ni hostile, ni embarrassé. Un silence fait de respect mutuel. Claire exécutait les gestes avec efficacité, attentive sans être intrusive. « Pourquoi ne montrez-vous pas de dégoût ?» demanda-t-il, tandis qu'elle l'aidait à s'habiller. Elle s'interrompit, puis releva légèrement son chemisier, révélant une cicatrice qui barrait son ventre. « Parfois, les blessures visibles sont les moins douloureuses, » dit-elle en la recouvrant. « Césarienne d'urgence. Lucie et moi avons failli y rester. » Alexandre la regarda autrement, comme s'il la comprenait pour la première fois. Et le père, il a fui. Il n'était pas prêt pour une enfant qui risquait de ne pas survivre. Certains fuient dès que la vie devient compliquée. Un éclair illumina brusquement la pièce et les lumières s'éteignirent. Seuls les éclairs traversant les volets éclairaient encore les contours de la chambre. « On dirait qu'on est dans le noir », commenta-t-il. « Je vais chercher des bougies », proposa Claire, mais sa main l'arrêta. « Reste un moment, parle-moi d'Avignon. » Dans la pénombre, Claire parla de ses souvenirs. Les champs de lavande, le pont Saint-Bénézet, les feux d'artifice des fêtes d'été, l'odeur du pain chaud et des beignets. Sa voix douce traçait des images suspendues entre deux silences, entre deux âmes. Les jours s'écoulaient dans une routine douce amère, tissant peu à peu une familiarité fragile entre Claire et Alexandre. Un matin baigné de lumière, elle décida de profiter de ses heures libres pour explorer les terres de la Bastide. Elle marcha entre les oliviers, inspirant profondément le parfum âcre et rassurant de la terre provençale. Au fond de la propriété, elle découvrit un vieux bâtiment de pierre, à demi effondré, couvert de lierre. La porte grinça sous sa main. À l'intérieur, l'obscurité laissa entrevoir de grandes cuves, des pressoirs rouillés et de vieilles machines recouvertes de poussière. C'était un ancien moulin à huile, abandonné depuis des années. Claire s'approcha d'une bouteille, essuya l'étiquette du bout du doigt. « Huile Les Oliviers, récolte 2020 ». Elle ne remarqua pas la chaise roulante s'approchant derrière elle jusqu'à ce qu'une voix grave la fasse sursauter. La dernière récolte, juste avant l'accident. Elle se retourna. Alexandre tenait un vieux cadre photo entre ses mains. « Je suis désolé. Je ne voulais pas fouiller, j'y passais des heures, » murmura-t-il en avançant lentement. « Cette huile a remporté le prix de Nyons 3 années de suite. » Il lui tendit la photo. On y voyait un Alexandre plus jeune, souriant, brandissant un trophée, entouré d'ouvriers brandissant des bouteilles d'huile. « C'est impressionnant, » dit Claire en observant les machines. « Mon grand-père disait que l'huile, c'est comme le vin. Chaque sol donne un goût unique. » Un léger sourire effleura le visage d'Alexandre. « Tu veux apprendre ?» Ils passèrent l'après-midi à parler variétés d'olives, procédés d'extraction et secrets de la terre. Claire écoutait avec une curiosité authentique, posant des questions pertinentes, révélant une compréhension rapide. « La production a chuté de moitié, » confia-t-il, « 100 mètres mouliniers et avec les arbres laissés à l'abandon. Mais ils peuvent être sauvés, non ? J'ai vu des jeunes oliviers au nord qui ont l'air en forme. » Avant qu'il ne réponde, le téléphone de Claire sonna. En voyant le nom à l'écran, son visage pâlit. « Allô ? Madame Roux ?» La voix de la voisine était affolée. « Mademoiselle Claire, votre père a disparu et votre fille est seule. Votre mère est partie le chercher et la petite est terrorisée. Mon Dieu, restez avec elle, j'arrive tout de suite. » Elle raccrocha
et se tourna vers Alexandre, qui avait entendu. « Mon père, il a Alzheimer. Il part parfois sans se souvenir du chemin du retour, et Lucie est toute seule. » Elle se précipita vers la maison. La voix d'Alexandre l'arrêta. « Va à Avignon, je t'attendrai. » Claire s'arrêta net, frappée par ces mots pleins de quelque chose de nouveau, de foi, de chaleur. « Je reviendrai au plus vite, promit-elle. »« Je le sais, » répondit-il simplement. Alors qu'elle préparait à la hâte une petite valise, elle découvrit sur sa table de nuit une pile de documents, posés là intentionnellement. En les lisant, son cœur se serra. C'étaient des rapports techniques sur l'état des oliviers, avec des annotations manuscrites. Quelqu'un avait saboté les systèmes d'irrigation, et les ordres étaient signés d'une main qu'elle reconnaissait immédiatement. Michel Delmas. Le soleil se couchait sur les collines du Luberon, colorant le ciel d'orange et de violet lorsque Claire revint à la Bastide 3 jours plus tard. Étrangement, la maison était illuminée comme pour une fête. En descendant du taxi, elle capta des effluves inattendus, thym, romarin et le parfum entêtant du jambon cru. Monsieur Delmas, Madame Claudine, aucune réponse. Elle suivit le halo de lumière jusqu'au jardin arrière. Là, sous une pergola décorée de jasmin, une table était dressée avec soin. Nappe blanche, vaisselle ancienne, verre de cristal, chandelle. Alexandre l'attendait, vêtu d'une chemise blanche, les cheveux fraîchement coupés. « Bienvenue chez toi, » dit-il d'une voix étonnamment douce. « Comment va ta famille ?» Claire resta bouche bée. Mon père a été retrouvé dans son ancien atelier. Un voisin l'a reconnu. Lucie va mieux, même si elle est encore inquiète. « Installe-toi, je t'en prie, » fit-il en désignant la chaise face à lui. Claudine a préparé une soupe au pistou qui guérit même les cœurs fatigués. « On fait quelque chose ?» demanda-t-elle, prenant place, encore troublée. « La nuit de la Saint-Jean, la plus magique de l'année en Provence. » Madame Claudine arriva avec une soupière fumante, un clin d'œil complice sur les lèvres. Durant le dîner, ils parlèrent comme jamais auparavant, sans filtre, sans blessures ouvertes. Deux âmes partageant simplement un instant de lumière. « J'ai trouvé ceci pendant ton absence, » dit Alexandre, en sortant une liasse de papier. « Les documents que Michel cachait. La Bastide n'est pas si mal en point. Avec des investissements et une bonne gestion, elle peut renaître. » Claire repensa au rapport trouvé dans sa chambre. « Je dois vous dire quelque chose, » murmura-t-elle hésitant. « J'ai découvert que votre frère... »« Je sais, » l'interrompit-il. « Je l'ai toujours su, mais je refusais de voir, jusqu'à ce que tu arrives et que tu m'obliges à ouvrir les yeux. » Leurs regards se croisèrent au-dessus des bougies. Les doigts d'Alexandre effleurèrent timidement ceux de Claire. « Je te propose de faire venir ta famille ici, » dit-il enfin. « J'ai restauré la maison du régisseur, petite mais confortable, vue sur la vallée, école à proximité. » Claire en resta sans voix. « Vous êtes sérieux ? J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne les oliviers et les cœurs blessés. Tu pourrais superviser la réouverture du moulin, et avec ta formation en art, même concevoir les nouvelles étiquettes. » Quand leurs mains se touchèrent à nouveau, Alexandre se figea, troublé par son propre élan. « Je n'ai rien à t'offrir, pas ce qu'une femme mérite, » souffla-t-il, regardant ses jambes immobiles. Mais Claire répondit, la voix assurée, « Tu ne sais pas ce que je mérite, ni ce que je désire. Cesse de décider pour moi. » Un silence chargé de possibles plana entre eux. Au loin, on entendait les feux de la Saint-Jean, où l'on brûle symboliquement les douleurs de l'année. Mais l'instant magique fut brisé par le bruit d'un moteur. Des phares illuminèrent la cour. Quelques secondes plus tard, Michel apparut, escorté de 2 hommes en costume sombre. « Tiens, tiens, un dîner aux chandelles, » railla-t-il. « Désolé de vous interrompre, frangin. Mais les affaires n'attendent pas. » Les hommes inspectaient les lieux prenant des notes sur leur téléphone. « Voici les investisseurs de Dubaï, » poursuivit Michel. « Demain, tu signes ou la banque saisit tout. » Le visage d'Alexandre se referma. Mais cette fois, dans ses yeux, il y avait autre chose, une étincelle de volonté. « Le dîner est terminé, » dit-il d'un ton glacial. « Claire, veux-tu bien m'accompagner à mon bureau ? Nous avons à discuter. » En le suivant à l'intérieur,
Claire sentit que quelque chose avait définitivement changé. La nuit de la Saint-Jean, celle des miracles et des renaissances, ne faisait que commencer. Une semaine après l'irruption de Michel, un souffle nouveau semblait animer les oliviers. Claire avait lancé la remise en état du verger nord, aidée par 2 anciens ouvriers qu'Alexandre avait rappelés. Les jeunes oliviers répondaient bien aux soins, et les plans pour rouvrir le moulin prenaient forme sur la table du bureau qu'ils partageaient désormais. Ce matin-là, tout semblait ordinaire. Le bain d'Alexandre, devenu un moment de complicité silencieuse, suivi du petit déjeuner sur la terrasse, où ils discutaient du système d'irrigation au goutte à goutte que Claire venait de proposer. Le son de talons claquant sur le marbre interrompit la conversation. Une femme blonde, vêtue avec une élégance glaciale, apparut sur la terrasse. Ses yeux bleus scrutèrent la scène avec une surprise mêlée de mépris. « Alexandre, mon amour, je suis revenue !» lança-t-elle, en se penchant pour l'embrasser devant une Claire figée. « Sophie !» balbutia-t-il mal à l'aise. « Je ne t'attendais pas. »« Visiblement !» répondit-elle avec un sourire faux, jetant un regard appuyé à Claire. « Tu ne me présentes pas ton employé ?»« Claire Fournier, mon assistante personnelle et consultante pour la relance des oliviers, » dit-il avec une distance qui blessa Claire. « Claire, voici Sophie Armand, mon fiancé, ou ex-fiancé selon le point de vue. » coupa Sophie en tendant une main parfaitement manucurée. « Michel m'a parlé de tes soucis financiers. Je suis là pour t'aider, mon chéri. » Claire s'excusa et s'éloigna, le cœur serré. Tandis qu'elle ramassait les plans abandonnés sur la table, elle entendit la conversation continuer derrière elle. « Quelle délicatesse de revenir dès que tu sens à nouveau l'odeur de l'argent, » dit Alexandre avec amertume. « Ne sois pas injuste, » répondit-elle avec une voix mielleuse. « Tu avais besoin de temps pour t'adapter, et moi d'un peu d'espace. » Dans la cuisine, Madame Claudine préparait le déjeuner en coupant les légumes avec une humeur visible. « Mademoiselle Sophie revient toujours comme une mouche sur la confiture, » grogna-t-elle. « Elle l'a quittée une semaine après son accident. » Plus tard, tandis que Claire rangeait des dossiers dans la bibliothèque, Sophie entra comme chez elle. « On peut parler entre femmes, non ?» dit-elle en refermant la porte. « Je vois bien comment tu le regardes. »« Je ne vois pas de quoi vous parlez, » répondit Claire sèchement. « Alexandre est un homme compliqué, » dit Sophie en examinant ses ongles. « Il revient toujours vers moi quand il touche le fond. C'est notre petit schéma depuis l'université. » Claire resta de marbre, même si une colère sourde bouillait en elle. « Monsieur Delmas est mon employeur, rien d'autre. »« Bien sûr, » sourit Sophie avec condescendance. « Tu es juste son assistante, celle qui le lave, l'habille et redessine son domaine. Très professionnel. » Avant que Claire ne réponde, son téléphone sonna. C'était sa mère. « Maman, tout va bien ?» La voix de Lucie, étouffée par les sanglots, résonna dans le combiné. « Maman, j'ai très mal, j'ai beaucoup de fièvre. Mamie dit que je brûle. » La peur serra le cœur de Claire. « J'arrive tout de suite, ma chérie. Demande à mamie d'appeler le médecin. » En raccrochant, elle tomba sur Alexandre dans le couloir, le regard inquiet. « Problème ? Lucie est malade. Très. Je dois partir immédiatement. » Elle fonça dans sa chambre pour faire sa valise. Quelques minutes plus tard, Alexandre apparut à la porte. « J'ai demandé à Manuel de t'emmener à la gare, » dit-il doucement. « Claire, avant que tu partes, je dois te dire quelque chose. » Elle s'immobilisa. « L'accident, ce n'était pas ce que tout le monde croit. Je voulais impressionner Sophie, mais c'est Michel qui a desserré la sangle de ma selle. Je l'ai toujours su, mais garder le silence, c'était ma punition. » Claire sentit son souffle se couper. « Tu savais qu'il avait risqué ta vie, et tu t'es tu. Il ne voulait pas me tuer, juste m'humilier, mais le cheval s'est emballé, et je l'ai laissé porter ce poids, sachant que ça le rongeait. Pourquoi me dire ça maintenant ? Parce que j'ai peur que tu ne reviennes pas, et parce que tu m'as appris que le silence ne protège que les coupables. » Ils se regardèrent, les yeux chargés de tout ce qu'ils n'avaient pas encore osé se dire. « Je reviendrai, » promit-elle, prenant sa main dans un élan spontané. « Cette fois, je te le jure. » La sécheresse frappa la Provence avec une cruauté implacable. Le soleil craquelait la terre comme une peau trop tendue. Claire était revenue d'Avignon, soulagée de voir Lucie rétablie. Mais le domaine, lui, souffrait,
Les jeunes oliviers commençaient à flétrir, et les réserves d'eau étaient au plus bas. L'atmosphère était tendue, lourde comme la chaleur d'août. Alexandre passait ses journées plongé dans les comptes, cherchant des fonds pour un nouveau système d'irrigation, tandis que Sophie, toujours installée à la Bastide, se comportait en maîtresse des lieux. « C'est inutile, mon cher », lança-t-elle un soir, observant Claire inspecter les oliviers. « La nature a parlé. » « La nature ne parle pas, Sophie. » Elle répond, à ce qu'on lui inflige. Michel arriva à la tombée de la nuit, accompagné des mêmes investisseurs étrangers. Claudine avait préparé un dîner par souci d'apparence. Claire, mal à l'aise, prit place à la table, consciente du regard assassin de Sophie. « J'ai revu la dernière offre », annonça Michel en levant son verre. 5 millions d'euros pour l'ensemble du domaine. Tu pourrais vivre confortablement sur la côte. Oubliez tout ça. Les oliviers n'est pas à vendre, répliqua Alexandre. Soyons réalistes. Cette sécheresse va finir d'achever ce qu'il reste. Même une récolte exceptionnelle ne suffira pas. Nous avons un plan, intervint Claire. Réhabiliter le moulin, produire une huile d'exception pour des marchés de niche. Les investisseurs échangèrent des regards sceptiques. Michel éclata de rire. Tu fous ta vie en l'air pour 3 oliviers tordus, pour ton honneur, ou pour impressionner ta petite domestique d'Avignon? Un silence glacial s'abattit sur la salle. Sophie savourait visiblement le conflit. « Ces oliviers sont l'âme de cette terre, » dit Claire en se levant. « Ce ne sont pas des arbres, ce sont des mémoires vivantes. Qu'est-ce qu'une fille d'Avignon connaît à nos traditions ?» lança Sophie avec mépris. « 5 mois ici, et tu te crois provençale ?» Claire la fixa, digne. « Mon grand-père était maître moulinier à Nyons, et j'ai une solution. »« Quelle solution ?» demanda Alexandre, un éclat d'espoir dans les yeux. « Irrigation nocturne ciblée. Mon grand-père a survécu à une sécheresse similaire en 98. En arrosant la nuit, directement aux racines profondes, on peut sauver les arbres les plus précieux. Il faudrait investir, objecta Michel, de l'argent qu'on n'a pas. Je propose d'hypothéquer ma maison à Avignon, dit Claire sans hésiter. Ce ne sera pas grand-chose, mais suffisant pour commencer. Un nouveau silence tomba. Les investisseurs se mirent à discuter entre eux dans une langue étrangère. « Pourquoi ferais-tu ça » demanda Alexandre, ému. Avant qu'elle ne réponde, Sophie se leva brusquement. « C'est du délire » s'écria-t-elle. « Tu préfères suivre un rêve romantique d'huile d'olive et laisser passer une fortune ?»« Ça suffit, Sophie » trancha Alexandre. « Nous n'avons jamais renoué nos fiançailles. C'est fini depuis le jour où tu as jugé que ma chaise était trop lourde à pousser. » Michel, profitant du chaos, joua sa dernière carte. « Tu as jusqu'à la fin du mois. Après ça, je ne retiendrai plus la banque. La saisie sera lancée. » Une fois le dîner terminé, Claire quitta la maison pour se perdre dans le silence du verger. La lune pleine baignait les oliviers d'une lumière fantomatique. Des pas la firent se retourner. Ce n'était pas Alexandre, c'était Michel. « J'admire ta passion, dit-il s'approchant, mais tu te bats contre l'inévitable. Rien n'est inévitable si on choisit de le changer. » Jolie philosophie. Elle s'applique aussi à la paralysie de mon frère? Claire sentit un froid parcourir son dos. « Il sait ce que tu as fait, » murmura-t-elle. « Et moi aussi. » Le sourire de Michel se figea. À la fenêtre, Alexandre observait la scène, tiraillé entre sa peur et l'espoir que Claire avait semé en lui. L'aube ne s'était pas encore levée quand une vieille camionnette brinque-ballante s'arrêta devant les oliviers. En descendirent un vieil homme, au visage ridé comme une olive trop mûre, et une fillette aux yeux sombres, curieux et émerveillés. Claire se précipita, les larmes aux yeux, et les serra l'un après l'autre dans ses bras. « Papa, voici le domaine dont je t'ai parlé, » dit-elle doucement, comme on parle à un enfant. « On va vivre ici un moment. » Le vieillard acquiesça, sans comprendre pleinement, mais un sourire traversa son visage quand il vit les rangées d'oliviers à perte de vue. « Des arbres, plein d'arbres, » murmura-t-il, et un éclair de lucidité passa brièvement dans son regard. Madame Claudine les guida jusqu'à la maison du régisseur, rénovée avec soin par Alexandre. Une petite bâtisse pleine de charme, avec des tomettes anciennes, des poutres en bois et des fenêtres ouvertes sur les collines. « Regarde, maman !» cria Lucie, courant vers une fenêtre. « Il y a des chevaux là-bas. »
À peine installé, le bruit caractéristique du fauteuil roulant se fit entendre sur les pavés. Alexandre approchait, un bouquet de fleurs des champs à la main. « Bienvenue aux Oliviers », dit-il, tendant les fleurs à la petite. « Tu dois être Lucie. » La fillette hocha la tête, scrutant l'homme et sa chaise avec cette franchise que seuls les enfants possèdent. « Pourquoi tu as cette chaise ?»« Lucie !» chuchota Claire, gênée. « Ce n'est rien, » sourit Alexandre. « Je suis tombé de cheval. Mes jambes ne fonctionnent plus très bien. »« Ça fait mal ?» demanda-t-elle, les yeux ronds. « Parfois, oui, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis heureux que vous soyez ici. » Lucie, satisfaite, s'approcha de la chaise. « Mon papy aussi a besoin d'aide pour marcher. Je peux toucher les roues ?» Tandis qu'elle découvrait fascinée les mécanismes du fauteuil, Alexandre observait Claire d'un regard qui la fit frissonner. « C'est elle !» dit-il à voix basse à Lucie. « C'est la femme qui m'a sauvé. » Les jours suivants furent intenses. Le système d'irrigation nocturne fut mis en place, et les jeunes arbres commencèrent à se redresser. Lucie entra à l'école du village et s'y fit rapidement des amis. Claire jonglait entre les soins à son père, qui alternait confusion totale et brefs instants de clarté, et la supervision de la réhabilitation du moulin. La nuit de la première récolte expérimentale arriva, enveloppée du parfum sucré des olives mûres. Le village tout entier avait participé, dans une atmosphère de mémoire et de renaissance. Même Sophie, toujours présente mais de plus en plus effacée, semblait troublée par ce renouveau. « Je n'aurais jamais cru que vous y arriveriez », avoua-t-elle à Claire dans la cuisine. « Alexandre, il est différent avec vous. » Avant que Claire ne puisse répondre, un cri perça la nuit, un cri de terreur. Tout le monde se rua vers le moulin. À l'intérieur, les flammes commençaient à lécher les murs. « Alexandre est dedans, et la petite aussi !» Le cœur de Claire se figea. Elle s'élança à travers la fumée. Lucie était piégée derrière une poutre effondrée, et Alexandre tentait de l'atteindre, en vain. « Claire !» hurla-t-il en la voyant. « Sauve Lucie, le toit va s'effondrer !»« Pas sans vous deux !» répondit-elle, avançant entre les braises. Dans un ultime effort, Alexandre se redressa. Quelques secondes, suffisamment pour pousser la poutre. Lucie fut libérée. Puis, il s'effondra. Avec l'aide des ouvriers, Claire les sortit juste avant que le plafond ne s'effondre. À l'hôpital, l'attente fut insoutenable. Puis, le médecin s'approcha. « La fillette va bien, inhalation de fumée, quelques éraflures. Quant à Monsieur Delmas, il y a quelque chose d'extraordinaire. Ses jambes montrent une activité nerveuse. Sa paralysie était en partie psychosomatique. » Claire entra dans la chambre. Alexandre ouvrit les yeux, encore faible. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-elle. « Que tu commençais à sentir à nouveau tes jambes ? Parce que j'avais peur que tu restes par pitié. »« Pas par amour, » répondit-il faiblement. « Et Lucie, elle va bien grâce à toi. Tu es son héros maintenant. Et toi, tu es le mien, » murmura-t-il, nouant ses doigts aux siens. Le printemps éclatait de 1000 couleurs. Les collines autour des oliviers étaient tachetées de coquelicots rouges et de marguerites. Les oliviers se paraient de bourgeons neufs. C'était le grand jour du concours d'huile d'olive de Nyons, et la Bastide fourmillait depuis l'aube. Claire coiffait Lucie quand on frappa à la porte. « Vous êtes prête ?» demanda Alexandre depuis le seuil, appuyé sur une canne sculptée dans un vieux tronc d'olivier. « La voiture nous attend. La rééducation avait été longue, mais il marchait à nouveau, lentement. Les médecins parlaient de miracle, mais Claire savait, le vrai miracle, c'était sa renaissance intérieure. « Papa ne veut pas venir, » dit Claire. « Il a une mauvaise journée. Madame Claudine restera avec lui, » répondit Alexandre, en embrassant sa joue. « Aujourd'hui, c'est notre jour. » Au centre des expositions, la bouteille de Huile les Oliviers Renaissance, étiquette dessinée par Claire, trônait parmi les finalistes. L'histoire de la Bastide renaissante avait conquis la région. Le premier prix dans la catégorie Huile bio est décerné à les Oliviers. La salle éclata en applaudissements. Alexandre, soutenu par sa canne, monta sur scène, accompagné de Claire et d'une Lucie sautillante. « Ce prix revient à Claire Fournier, » dit-il au micro, « celle qui m'a appris qu'on peut tomber et se relever, et à tous ceux des Oliviers qui ont cru quand plus personne n'y croyait.
La fête fut inoubliable, guirlandes dans les arbres, longues tables sous les étoiles, vins généreux et musique provençale. « Je n'ai jamais vu les oliviers aussi vivants », glissa tante Pauline, en regardant Alexandre danser maladroitement avec Lucie. « Tu as redonné une âme à cette terre, ma fille. » Claire souriait quand une silhouette familière s'approcha. C'était Sophie, élégante comme toujours, mais différente. « Je viens dire au revoir, » annonça-t-elle, « et te donner ça. » Elle tendit une enveloppe. Claire l'ouvrit, méfiante. « La moitié du domaine m'appartient, légalement. Alexandre avait signé avant l'accident, mais j'ai décidé de te la vendre. C'est payé. Considère ça comme un cadeau de mariage. Prends soin de lui mieux que moi. » Avant que Claire ne réponde, Michel surgit, escorté de gendarmes. « Désolé d'interrompre la fête, dit-il, mais je réclame ma part. J'ai des documents prouvant qu'Alexandre est inapte à gérer le domaine. » Un silence glacé. Alexandre s'avança calmement. « Tes manigances sont terminées. On sait ce que tu as fait. Le sabotage. Le cheval? Prouve-le, ricana Michel. Alors, une silhouette s'avança. Le père de Claire, droit, lucide. « Michel m'a tout avoué, dit-il. Il croyait que j'oublierais. Mais certaines vérités ne s'effacent pas, même avec l'Alzheimer. » Les gendarmes échangèrent un regard. Le médecin du village intervint. « Monsieur Fournier a des phases de lucidité parfaitement exploitables en justice. » Blême, Michel fit demi-tour. « Garde ta fichue Bastide. T'as toujours été le préféré de papa. Moi je retourne à Paris. » Lorsque tout revint au calme, Claire retrouva Alexandre, sous l'olivier le plus vieux. « Il y a 1 an, tu es venu comme employé. Aujourd'hui, je ne peux plus imaginer ma vie sans toi. » 3 mois plus tard, les oliviers furent témoins d'un mariage simple, émouvant. Alexandre, en costume sombre, attendait sous une arche de fleurs. Lucie jetait des pétales d'olivier, sa propre tradition. Claire s'avança au bras de son père, lumineux d'un rare moment de clarté. Mais la plus grande surprise fut qu'Alexandre, à l'instant précis, posa sa canne et marcha vers elle, seul. « Le vrai miracle, » murmura-t-il en lui prenant les mains, « ce n'est pas que je marche, mais que tu m'aies appris à vivre de nouveau. » Sous la protection bienveillante des oliviers centenaires, 2 âmes autrefois brisées trouvaient enfin le chemin de la lumière. Et la terre provençale, silencieuse témoin de leur renaissance, promettait de porter leurs fruits pour les générations à venir.